Alors, bienvenue à toutes et à tous pour le troisième volet de notre émission culturelle, qui a un partenariat entre le studio et la Bastillette. Alors, pour rappel, culturelle, c'est une discussion hebdomadaire entre femmes sur une œuvre féministe, avec en intervenante une experte sur le domaine de l'œuvre ou qui a un regard un peu plus euh, approfondi dessus. On a déjà eu l'occasion lors de la première édition de parler d'une expo de Sophie Calle, Prenez soin de vous, puis du film Mustang de Denise Gamze-Erguven. Aujourd'hui, on va encore changer de format, cette fois, de format d'étude, puisqu'on va s'intéresser à un livre qui s'appelle Mais leurs yeux dardés sur Dieu de Zora Neale Hurston, avec en intervenante la politologue Audrey Célestine. Donc, on va faire rapidement un tour de table pour se présenter. Ensuite, on va avoir une présentation de l'œuvre. Puis, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, moi, c'est Charlotte. Je travaille chez Le Studio, qui est un établissement culturel dans le 9e arrondissement de Paris. On a plusieurs activités, dont des cours de danse, des studios de répétition de musique, et ainsi que on organise de nombreux événements culturels qu'on adapte pendant ce confinement, notamment à travers culturel. Hello, moi je suis Anne-Charlotte, je suis la collègue de Charlotte, je travaille aussi chez le studio et je m'occupe de la programmation de l'établissement, donc tous les événements qu'on peut voir en réel ou en ce moment en format dématérialisé. Bonjour, moi c'est Pauline, je suis la vice-présidente de la Bastillette, donc en association avec le studio. La Bastillette, c'est une association multiculturelle qui organise des événements une fois par mois à Paris, en Île-de-France. Bonsoir, je m'appelle Audrey Célestine, je suis enseignante, chercheur en sciences sociales, en sciences politiques. Je suis maîtresse de conférences à l'Université de Lille. Et voilà, merci beaucoup pour l'invitation de venir parler de Zora Neale Hurston et de son œuvre aujourd'hui. On est très contente. En tout cas, moi, je vais vous présenter un peu le roman Mais leurs yeux dardés sur Dieu et ensuite un peu la vie de Zora Neale Hurston. Donc le roman, il est sorti dans les années 30 aux États-Unis. Ça suit l'histoire de Jenny May Crawford, qui est une jeune femme noire qui est née dans une ville qui s'appelle Eatonville, en Floride, qui est une ville entièrement noire. Donc elle a toujours vécu dans une communauté très solide et très communautaire. Elle y revient après quelques années de mariage avec plusieurs hommes. Et quand elle revient, tout le monde s'interroge de son retour et pourquoi surtout elle revient sans mari. Et au fil de l'histoire qu'elle va raconter à sa meilleure amie, on découvre qu'elle a eu en fait presque 3 vies, puisqu'elle a eu 3 mariages. Un premier avec un vieil homme dont sa grand-mère l'avait un peu forcée à marier, le deuxième avec un amant avec qui elle s'est enfuie, et le troisième avec un jeune homme qui va finir de façon assez dramatique. Donc c'est le portrait d'une femme entière qui est vraiment animée par une force et une innocence et qui va un peu braver le monde pour obtenir son indépendance. Et c'est, je pense, vraiment un peu le portrait aussi et le double de l'autrice qui s'appelle Zora Neale Hurston, qui vivait à la même époque donc, que son héroïne, et qui est une écrivaine et une anthropologue afro-américaine qui a notamment participé au mouvement de la Renaissance de Harlem et qui a donc écrit Mais leurs yeux dardés sur Dieu, qui, il faut le noter quand même, et je pense qu'on en reparlera, avait d'abord été traduit par une femme noire comme titre. Donc c'est assez remarquable et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc elle est née en Alabama. C'est aussi une des premières femmes qui a été diplômée en anthropologie, une des d'ailleurs premières femmes noires. Comme je disais, elle a participé à la Renaissance de Harlem, notamment en écrivant et en participant au magazine littéraire Fire. Elle s'est beaucoup intéressée au folklore afro-américain et elle a fait beaucoup de voyages dans sa vie, ce qui l'a menée un peu à travailler autour du vaudou haïtien. Pour beaucoup, elle est devenue la véritable voix de la conscience et de la littérature américaine noire. Donc Audrey, peut-être que tu veux commencer à parler un peu du côté social de l'œuvre. Tu nous en parlais un peu avant. Tu voulais mêler la vie de Zora Neale Hurston un peu à son œuvre. Si tu veux peut-être un peu expliciter. Oui, tout à fait. En fait, peut-être je vais parler de ma rencontre avec Zora Neale Hurston. Il y a à peu près 20 ans, mais je m'en suis souvenue assez récemment. Une amie qui avait entendu parler de Zora Neale Hurston, voilà, une copine qui était en classe préparatoire avec moi, une de mes premières amies à Paris, m'offre, juste avant que je parte pour la première fois aux États-Unis pour étudier, elle m'offre le bouquin Une femme noire. Et d'emblée, le titre, moi, m'avait un peu agacée. Donc je ne savais pas trop quoi en faire, mais je sais que je l'avais lu à moitié une première fois en français, mais en étant assez, voilà, assez agacée par ce titre, sans vraiment savoir
sans vraiment savoir pourquoi, parce que moi, par exemple, je n'avais aucun problème à me désigner comme une jeune femme noire. Enfin, c'est pas du tout un truc qui pour moi pose problème. En revanche, il y avait quelque chose qui m'agaçait dans le bouquin. Et puis, au moment d'écrire mon livre Des vies de combat, qui est un bouquin de portraits de femmes noires, j'ai décidé de redonner une chance à Zora Neale Hurston, et donc bien m'en a pris parce que d'une part, l'ouvrage avait été retraduit, mais du coup, là, je l'ai lu en anglais, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a quand même quelque chose autour de la langue qui n'est pas du tout évident à lire. Il y a vraiment cette langue populaire du Sud, noir américain. Mais effectivement, il y a là un portrait de femmes libres, autonomes dans ses choix. Enfin, je veux dire, il y a des extraits du roman qui sont assez, je veux dire, qui pourraient paraître tout à fait scandaleux, dans le fait que son propre désir à elle est globalement central dans une grande partie de ses choix. Et puis, bah, en m'intéressant aussi au fait que c'est une femme qui a fait de l'anthropologie, qui a fait des sciences sociales. Et c'est vrai que le fait de faire des sciences sociales, de venir bon, du coin, elle a grandi dans une ville qui s'appelle Eatonville, donc qu'elle remet en scène dans le bouquin. Mais le fait de faire des sciences sociales et d'avoir comme ça une attention au peuple, au folklore du Sud, à la manière dont les gens parlent, à la manière dont les gens racontent et se racontent, c'est quelque chose qui du coup nourrit complètement son œuvre littéraire. Et c'est vrai que ce passage entre un travail anthropologique et des tas de choses qu'elle a connues d'expérience, puis à travers son travail de terrain, et qu'elle remobilise pour en faire du matériau littéraire, c'est vrai que moi, c'est une des choses qui, en tant que chercheuse en sciences sociales et littéraire contrariée, me parle particulièrement. Bah, c'est assez intéressant, je trouve, et j'aimerais bien vous demander à toutes, Audrey, tu viens de le dire, mais comment vous avez découvert, que ce soit Mais leurs yeux dardés sur Dieu ou Zora Neale Hurston? Parce que moi, personnellement, malgré le fait que j'ai fait des études de lettres modernes, que je travaille l'édition, ben, je pense ne pas en avoir entendu parler avant il y a peut-être 2-3 ans. Et c'est complètement par hasard parce que je lisais un roman de Zadie Smith et ensuite on voyait la série Netflix Dear White People que j'en ai entendu parler. Et ce nom revenait tout le temps et donc je me suis renseignée et je suis tombée dessus, mais sinon je n'avais jamais entendu parler avant. Moi, j'avoue que je n'en avais pas entendu parler avant qu'on en discute entre nous. Quand on a fait les propositions de romans, pourtant j'ai lu pas mal, enfin, j'ai pas forcément un parcours littéraire, mais je lis beaucoup. Et en fait, c'est surtout le titre, alors le nouveau titre, Mais leurs yeux dardaient sur Dieu, qui m'a intriguée. Je me suis dit, ce titre est incroyable, hyper beau, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de choisir ce livre. Mais j'en avais pas du tout entendu parler. Ma réponse, elle va un peu rejoindre celle d'Anne-Charlotte, c'est-à-dire que enfin, le nom de l'autrice m'était un peu familier, mais pas non plus. Enfin, j'avais dû le lire une ou deux fois en tant que référence, etc. Mais j'ai vraiment découvert son œuvre cette semaine en préparant cette discussion, en lisant le livre. Et en tout cas, enfin, c'était voilà, vraiment une très bonne découverte du coup. Et je suis vraiment ravie que cette discussion m'ait permis en fait de découvrir cette œuvre. En tout cas. Super. Et la lecture, vous l'avez trouvée comment? Parce que Audrey, tu en parlais. Je pense que tu peux peut-être en reparler un peu. Tu l'as d'abord lu en français et ensuite en anglais. Et personnellement, moi, j'ai lu que la nouvelle traduction, donc Mais leurs yeux dardés sur Dieu. Et même déjà la nouvelle traduction qui est, enfin, pour moi, je la trouve sublime. Mais j'ai quand même eu un peu de mal à rentrer dedans parce que c'est tous les dialectes et qui sont vraiment représentatifs du folklore et de la communauté noire de l'époque en Floride. Je pense que pour moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer un peu dedans. Bon, une fois qu'on est dedans, moi j'ai été transportée, mais je pense que c'est pas un roman qui peut être facile pour tous. Moi, je pense qu'il y avait, alors je ne suis pas du tout une spécialiste des questions de linguistique, mais je sais il y a eu tout un travail, en tout cas, de la nouvelle traductrice. Donc, je pense que ça vaut le coup de la citer, ainsi qu'Arthur Camby. Et, et qu'en fait, cet enjeu de la langue, c'est vrai que moi, j'ai découvert que ça avait été un enjeu de polémique, en fait, à l'époque, parce qu'on estimait que, d'une part, il y a de manière générale une déconsidération du parler des populations dominées de manière générale, aux États-Unis également, mais enfin dans le cas de l'histoire française aussi, hein, on va parler de petits nègres ou de choses comme ça. Les créoles vont être considérés comme des patois et pas comme des langues à part entière. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très délicat, mais en même temps, pour Zora Neale Hurston, il y avait
eu une vraie importance à écrire comme les gens parlent, à écrire comme les gens parlent dans ces coins-là, dans ces coins qu'elle connaissait, des gens qu'elle a interviewés en parlant comme eux. Et qu'on lui a reproché. On lui a reproché de faire un bouquin, qui, devait plaire, qui devait être un petit peu exotique sur les Noirs du Sud et cetera. Et donc il y a notamment une critique de Richard Wright qui est assez dure sur le fait que: «Ah là, mais ce bouquin-là, enfin, ne dit rien et puis en plus, c'est on sert la soupe, aux blancs du Nord qui, veulent un machin exotique», ce qui est très, très, injuste parce que justement, il y avait quelque chose de l'ordre d'un respect important pour, la manière Ouais, par presque, ouais. voilà, pour le langage de ces gens et c'est vrai, mais du coup, effectivement, je suis vraiment admirative du travail dans la traduction et ça donne effectivement, ça rend l'entrée dans le roman un petit peu moins fluide. La place de la traduction, pardon, elle est très importante parce que ce langage-là, enfin, certes, ça témoigne d'un langage, d'un vocabulaire, mais il permet aussi de donner un contexte, une esthétique, etc. C'est pas juste, voilà, on passe dans un village comme ça. On est vraiment, enfin, ça permet vraiment de donner un bon contexte. Et même, je pense que faire passer les intentions, les sentiments, c'est notamment, enfin, à travers ce genre de langage, ça permet aussi de comprendre. Comment dire? Enfin, c'est vraiment je trouve que vraiment enfin, la manière dont c'était écrit, c'est une expression, une manière de s'exprimer qui est assez particulière et qui est propre au livre et qui a toute sa place en fait, et que même même s'il y a des moments où effectivement au départ, comme tu disais, Pauline, c'était un peu dur de rentrer dedans, etc. Au final, on s'y fait quand même assez vite et qu'il y a une certaine poésie dedans. Je trouve qu'il y a certains passages, notamment dans les dialogues, où leur manière de parler était tellement poétique et permettait tellement de transcrire des émotions et des idées qui sont exprimées très différemment de ce dont on a l'habitude de lire, justement. Oui, bah, du coup, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que pareil, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le livre au début. Bah, j'en avais discuté un peu avec Charlotte puisqu'on on le lisait en même temps. Et plus, évidemment, plus on avance, déjà plus l'histoire nous porte et ça devient hyper fluide. Et en arrivant voilà, à la fin du livre, enfin, moi je me suis dit, il y a forcément un choix esthétique, mais il y a aussi justement un choix peut-être un peu social ou politique de montrer que c'est un langage qui est parlé par les Noirs, mais aussi par les pauvres, par ceux qui sont exclus. Et du coup, ça apporte justement voilà, une dimension un peu... C'est quand même essentiellement une histoire d'amour, mais à travers une histoire d'amour, il y a aussi toute l'histoire, la vraie grande histoire derrière. Et c'est ça que ça apporte. Et peut-être que j'extrapole un petit peu, mais ce que je me suis dit, c'était évidemment... l'œuvre, on va certainement en parler après, mais elle montre aussi un combat féministe qui est un combat féministe noir, et ça peut aussi montrer que la condition des femmes noires est très différente de la condition des femmes blanches, et je trouve que le langage vient servir ça. C'est ça que je l'ai compris au fur et à mesure du roman, quoi. En fait, ce que je trouve vraiment, fort et notamment, enfin, c'est ce qu'on voit dans les réactions au bouquin à l'époque, hem, c'est qu'en fait, elle écrit alors pas juste des Noirs sur les Noirs aux États-Unis, mais sur les Noirs du Sud profond. C'est-à-dire, voilà, c'est pas les types de la Harlem Renaissance pour le coup, c'est vraiment une population particulière pour laquelle la mémoire de l'esclavage, elle est extrêmement récente. Voilà, la grand-mère dans le roman née en esclavage. Et puis c'est une période qui est une période vraiment des années 10 aux années 30. On est dans la période de comment dire, la plus intense en termes de violence raciale. C'est la période des lynchages, c'est une période qui est vraiment extrêmement violente et c'est vrai que l'un des reproches qui est fait à Zora Neale Hurston, c'est que finalement, son roman, mais il y a ça en arrière-plan, il y a la question, raciale dans un sens, mais il y a assez peu de personnages blancs dans le bouquin et en fait, c'est très centré sur elle, son histoire à elle et sur ses questions, sa vie de femme, son adolescence, jusqu'à un âge plus mûr et mais de fait, elle a grandi dans un endroit qui est un endroit qui n'est pas très commun, qui est un endroit qui est une espèce d'isolat, noir au fin fond du sud profond dans lequel règne la violence raciale, mais elle, elle vit dans un endroit où globalement il y a pas ça.
dans un endroit, dans une communauté, comme on le disait au début à la présentation, un endroit assez homogène, dans lequel, du coup, la violence raciale de l'époque, elle en est un peu préservée jusqu'à l'adolescence. Et en fait, ça joue beaucoup dans la construction et dans ce qui va être la priorité, dans la manière de parler de soi. Et ça lui donne la possibilité de se déployer un petit peu plus que si elle n'avait été qu'une autre racialisée, y compris à cette époque-là. Et c'est vrai que ça, c'est considéré comme pas étant assez dans le combat, dans la lutte du moment. Mais en fait, dans les faits, effectivement, ce point de vue de femme, de femme noire, c'est de dire, mais en fait, ça c'est mon combat, mais en fait, il y a d'autres choses qui sont mes combats aussi. Et j'ai le droit de le dire et de l'affirmer. Oui, c'est assez étonnant parce que tu disais même que Zora Neale Hurston avait été critiquée par Richard Wright, qui est quand même aussi un grand auteur noir contemporain d'elle. Il faut aussi noter, je pense que c'est quand même une des premières femmes noires qui écrivait et qui a été publiée. Je pense qu'elle a vraiment réussi à retranscrire le fait que sa voix a souvent été très peu entendue et très peu écoutée. Je trouve que le personnage de Jenny, c'est exactement ça, c'est pendant tout le long du roman. Elle a d'abord, quand elle était petite, été très préservée puisqu'elle vivait dans cette communauté noire et que je pense qu'elle s'en est rendue compte, et je pense qu'ils disent que quand elle avait 6 ou 7 ans, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était une enfant noire et que ça comprenait des choses qui étaient un peu déplaisantes alors qu'elle a toujours été un peu protégée. Et c'est un peu une révélation. Et à partir de là, elle a tenté d'un peu d'élever la voix. Elle a souvent été brimée, mais ensuite, elle a réussi à s'en sortir. Et je pense que ça a dû arriver à Zora Neale Hurston aussi, notamment en plus après avoir été critiquée par d'autres auteurs, comme quoi son combat n'était pas assez bien choisi, que sa parole n'était pas assez légitime. Je pense que c'était quelque chose d'assez fort et d'assez traumatisant que les femmes et que les femmes noires d'aujourd'hui vivent encore d'ailleurs. Moi, une histoire que je trouve quand même très très belle autour, et je pense que enfin, je suis en train de, ces derniers mois, j'ai développé une passion pour Zora Neale Hurston, alors même qu'il me reste quand même beaucoup beaucoup de choses à découvrir sur elle, mais il y a notamment une histoire que je trouve particulièrement belle, c'est que, et, alors c'est en deux parties. D'abord, le fait qu'elle est un peu, que ce bouquin, il est à la fois considéré comme très important, mais qu'en fait, il a été un peu, en tout cas, oublié dans le sens où il n'était pas enseigné à l'université, il ne faisait pas partie des programmes de cours dans les universités sur des questions voilà, de littérature américaine ou afro-américaine, et qu'il est redécouvert par une autre femme, qui est Alice Walker, une autre femme noire, qui va même partir à la recherche de la tombe de Zora Neale Hurston, va en faire un texte, In Search for Zora Neale Hurston, et qui va en faire donc et qui va à la fois retrouver la tombe, mettre une plaque, etc. Et puis la faire revivre dans les syllabus, dans les plans de cours, en disant, mais en fait, quand elle lit, donc 30 ans plus tard, 30 ans après l'écriture du bouquin, quand elle lit ce roman, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible, un bouquin qui raconte ça, enfin, un bouquin de femmes qui raconte ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a cet enjeu autour de ces femmes de la génération d'après, qui la redécouvrent. Et en même temps, pour préparer l'émission, j'écoutais le podcast d'une professeure de littérature africaine-américaine qui a édité un bouquin anthropologique de Zora Neale Hurston qui n'avait jamais été publié et qui l'a fait là récemment, et qui disait, il a été oublié, oui et non, parce qu'en fait, si cette copie, elle se retrouve entre les mains de Zora Neale Hurston, c'est que ce bouquin, il s'est passé quand même de main en main. C'est que les gens en ont fait des copies. Et que, non, il n'était pas dans les programmes universitaires, mais qu'en revanche, il y a eu une vie. Et que la mémoire, c'est aussi ça, c'est aussi des faits de communication, mais pas forcément par le haut, aussi par de la main à la main, d'un professeur de lycée à un élève qui le pense sensible à ce type de thématique, etc. Et qui avait eu une vie, en fait, de ce bouquin pendant ces 30 ans. Et moi, je trouve que, du coup, ça rajoute encore à je sais pas, au cachet que peut avoir ce bouquin, quoi. Mais il y a aussi une chose sur laquelle je voulais rebondir quand on disait que il y avait c'était un livre où les questions raciales et vraiment les persécutions entre guillemets n'étaient pas en somme du livre. Je trouve qu'en fait le fait de l'avoir en fond, ça permettait aussi de vraiment permettre à, comment dire, mettre plus les questionnements sur ce que c'était d'être une femme et ce que c'était d'être une femme quand on n'a pas forcément la possibilité de s'affirmer.
et je trouve ça, enfin, il y a tout un, enfin, c'est l'histoire de Janie qui s'éveille petit à petit et qui prend de plus en plus confiance en elle et elle devient de plus en plus indépendante. Enfin, il y a un vrai chemin au fur et à mesure des hommes qu'elle croise et qu'elle rencontre avec qui elle vit. C'est un peu un. Enfin, voilà, je trouve ça assez intéressant et peut-être que c'était. Enfin, je pourrais pas parler pour Zora, pardon, l'auteur, mais peut-être que c'était aussi une manière de, d'oublier que, enfin, certes, c'est une femme noire, mais c'est avant tout une femme aussi et qui a aussi des problématiques un peu plus communes. Après, peut-être que c'est parce que j'interprète comme ça parce qu'évidemment, je m'identifie plus à elle en tant que femme noire, puisque, manifestement, je suis pas une femme noire, mais enfin, voilà, juste pour, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Ouais, moi, justement, quand j'ai lu le livre, évidemment, on a le contexte historique, on sait que c'est la fin de l'esclavage et la création des premières villes un peu artificielles pour que les communautés noires, justement, se réunissent et puissent vivre, entre guillemets, un peu loin de toutes les violences raciales. Mais justement, je trouve qu'il y a un moment où on se dit, cette héroïne, Jenny, les combats qu'elle va mener, c'est pas forcément des combats qu'elle va mener. Enfin, il y en a quelques-uns de temps en temps contre les Blancs, mais c'est aussi les combats qu'elle va mener contre son propre camp, contre tous les préjugés, tous les hommes qui se réunissent le soir. On voit, et je trouve que c'est assez marrant, sur la véranda pour discuter des faits de société, de tout ce qui se passe dans la ville. Et en fait, on se rend compte que voilà, sa lutte, elle est aussi une lutte au sein de sa propre communauté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement marqué aussi, je pense, dans le livre. Moi, je pense que ça, c'est complètement. Je trouve ça intéressant de ces remarques parce que je pense que c'est complètement lié au fait que très souvent, les personnages noirs, en particulier à l'époque, mais les personnages noirs et en particulier les personnages de femmes noires, sont des personnages très unidimensionnels. Et que, du coup, ce qui impressionne Alice Walker lorsqu'elle lit Zora Neale Hurston, ce qui impressionne tout un tas de gens, c'est de se dire, mais waouh, une vraie femme complète comme moi, j'en suis une, comme toutes celles que je connais. Parce que jamais on les voit jusque-là, les femmes, les noirs dans la littérature sont des éléments qui viennent troubler l'ordre établi, et puis ce sont d'abord des noirs. Et que là, en fait, être une femme noire, ça fait partie, elle est les deux en même temps, mais elle est du coup un être plein d'épaisseur. Et que c'est vrai que ce qui est frappant quand on lit notamment des romans de femmes noires qui mettent en scène des femmes noires, très souvent quand on les interviewe, elle dit mais il n'y avait pas de roman qui racontait où je me voyais pas juste où je voyais des femmes noires, mais où je voyais des vrais gens qui se trouvent être dans le monde dans lequel on vit, des gens qui vont être identifiés ou s'identifier comme noirs, mais des vrais gens bien. Et c'est vrai que c'est pour ça que Alice Walker, que Toni Morrison aussi dit ce qu'elle dit de ce bouquin, que c'est un chef-d'œuvre, parce que jusque-là, on a des gens aplatis, on a la femme noire, c'est celle qui souffre, celle qui est dominée, celle qui est écrasée, celle qui est servile, ou l'hypersexualisation, la Jezebel, ou la mama qui prend soin de... alors c'est en gros la mama, la Jezebel, la mère qui souffre, qui est abandonnée. Et moi, je trouve, il y a une page moi, qui m'a vraiment marquée, c'est notamment lorsqu'elle parle à un moment de sa haine pour sa grand-mère, qui pour autant est à la fois une femme dont on peut comprendre une partie des choix, qui les justifie et qui les fait à partir de ce qu'elle considère comme étant de l'amour. C'est pas une vieille acariâtre qui l'empêche d'eux. Mais quand elle prend la mesure, quand elle comprend à quel point elle lui a réduit les possibilités, et qu'elle se permet de dire ça, mais on voit jamais ça, parce que normalement, voilà, elle a été élevée par sa grand-mère, alors elle l'adore, même si elle a été... Et puis là, de dire, mais en fait, j'ai 40 ans, et en fait, je déteste ma grand-mère pour ce qu'elle m'a fait, et c'est cette possibilité même d'avoir ce jugement extrêmement violent vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas un méchant dans le livre, rien que, voilà, de donner ces petits détails-là, c'est ce qui fait que c'est aussi un grand bouquin, parce qu'on voit des vrais êtres humains, quoi. C'est pas des caricatures. Que la manière dont c'est écrit, mais que ça soit pour le personnage principal et même pour les personnages secondaires, entre guillemets, que ce soit les différents maris de Janie au cours de sa vie, je trouve qu'il y a toujours beaucoup de nuances et que c'est un récit qui est très, très humanisé.
Je trouve, pardon, c'est que c'est un livre qui met vraiment les relations sociales et les complexités des relations amoureuses et même parfois amicales à son centre avant tout. Enfin, je sais plus, en préparant un peu la discussion là, j'avais lu un peu des articles, etc. Et j'en étais tombée sur un qui disait que c'était avant tout un livre très très humaniste et très très humain parce que, enfin, comme tu disais, Audrey, on assiste vraiment à la vie de vrais humains qui ont des sentiments très contradictoires, mais qui sont pourtant très vrais et qui peuvent être tout à fait légitimes. Et en même temps, on comprend tous les points de vue, puisqu'encore une fois, ce ne sont que des humains. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que, enfin, donc moi, je suis pas spécialiste de littérature, hein, mais il y avait, enfin, en écrivant tous ces portraits de femmes noires, il y a une surreprésentation des autrices, parce que j'ai malgré tout, voilà, au début de mes études, c'était quand même très littéraire. J'étais en classe prépa littéraire. Et puis, je travaille sur les États-Unis dans un département d'anglais où, du coup, on fait plus facilement le lien entre les études littéraires et voilà, et les sciences sociales de manière générale. Et c'est vrai que de lire toutes ces femmes et de lire aussi ce qu'elles disent de leur écriture, de lire la manière dont, l'importance de créer encore une fois, des vrais personnages. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, mais un jour, un collègue m'a dit qu'il avait jamais lu, en fait, qu'il pense qu'il avait jamais lu une femme noire, enfin, qu'il avait jamais lu un bouquin écrit par une femme noire. Et qu'en fait, même ceux qui l'ont déjà fait, au final, ils en ont pas lu tant que ça. Et que dans un bouquin de femme noire, c'est pas juste pour cocher une case, c'est aussi que, en tout cas dans celle du XXe et du début du XXIe siècle, dont beaucoup sont des héritières de Zora Neale Hurston, il y a cette espèce d'attention à créer des grands personnages. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose chez Zora Neale Hurston qu'on retrouve chez Toni Morrison et qu'on retrouve chez beaucoup de gens, qui est à la fois une espèce de plongée dans le folklore, de comprendre vraiment l'identité des gens, en plongeant vraiment, en adoptant leur manière de parler, en essayant de comprendre toutes les facettes de leur vie, donc de rentrer très très fort dans l'identité de qu'est-ce que c'est qu'être un noir du Sud à cette période-là. Et qu'en même temps, quand on suit Toni Morrison, on voit qu'il y a aussi un objectif au final qui est de un jour pouvoir écrire un livre dans lequel on ne précise pas que son personnage est noir, tout comme dans la plupart des romans qu'on lit, on ne dit pas un homme blanc, enfin je veux dire, c'est pas des choses qui sont précisées, mais que pour pouvoir parvenir à ça, il faut d'abord plonger. Et c'est ce qu'elle met en avant, qu'il y a une espèce de plongée dans l'espèce de création d'un canon littéraire noir, dans lequel il y a toutes ces autrices. Il y a Hurston, il y a Alice Walker, et puis tout un tas d'autres, Paul Marshall. Et en même temps, de se dire, mais en fait, mon objectif, c'est pas le renforcement de ça. Ce qui est assez difficile à comprendre dans le contexte français. Hein. Quand on dit ça, les gens comprennent pas. Dire, mais non, enfin, c'est de l'identitarisme, ça va pas du tout. Et de comprendre qu'en fait, la plongée dans l'identité, c'est aussi une manière déjà de faire que les gens qui vous lisent, ils voient qu'ils ne sont pas une anomalie, qui font partie du domaine des possibles, et puis que c'est par là qu'on peut arriver à un objectif qui devrait être un objectif commun, qui est celui précisément du démantèlement de la race. Mais tant qu'elle est là comme réalité, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça fait comme type de bouquin, comme type de personnage, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'inconsciemment, ce titre une femme noire, dans un pays qui... Parce que je me dis quand même, dans le choix des éditeurs, des éditrices de ce bouquin, de décider d'appeler ça une femme noire, alors même que c'est très compliqué, enfin ça l'est un peu moins maintenant, mais que c'est à la fois très compliqué de parler de ces questions dans le contexte français, même s'il y a plein de choses qui bougent depuis voilà, dans la dernière décennie, et qu'en même temps, de vouloir faire de l'assignation alors qu'on a un titre aussi magnifique que Their Eyes Were Watching God. Et c'est pour ça que cette nouvelle traduction est une bénédiction, parce que se dit, mais comment est-ce qu'on peut écraser un titre aussi magnifique par une femme noire? Alors, je suis désolée si les éditeurs de l'époque regardent, mais ça ne va pas du tout. Et ça m'a vraiment fait penser, je m'arrêterai là, au très beau bouquin de Ta-Nehisi Coates, qui est un journaliste noir américain, qui a fait ce magnifique ouvrage, qui est une espèce avec procédé littéraire, c'est une longue lettre écrite à son fils sur qu'est-ce que c'est que vivre dans un corps noir aujourd'hui aux États-Unis, qui s'appelle Between the Word and Me, à partir d'ailleurs d'un poème de Richard Wright, et qui en français s'appelle Une colère noire, parce qu'il faut faire un jeu de mots.
et pour moi, voilà, c'est des choses du même ordre. Donc, il faut changer, faut réussir à voir que, ben oui, il y a des gens qui arrivent à créer de la beauté tout en parlant de la question raciale. C'est très, très juste ce que tu dis et j'avais pensé exactement la même chose quand je me suis renseignée sur le changement de titre et qui, je trouve, comme toi, est une bénédiction puisque le titre est vraiment sublime et tellement poétique. Et je rebondis sur la question presque de devoir qu'on impose aux personnes de couleur, donc le devoir qu'on fait donc déjà d'apprentissage de leur côté, puis aussi de transmission, que ce soit aux autres personnes de couleur ou justement aux personnes blanches comme nous. Donc, ils font donc tout le travail de recherche, puis de transmission du racisme, de l'histoire du racisme, des problèmes qu'ils ont vécus et qui continuent de vivre encore. Et comme si, en fait, on ne pouvait pas faire le travail nous-mêmes. Donc, comme tu dis, c'est toujours très littéral, très explicite, surtout en France, une femme noire, la colère ou ma colère noire. Il faut toujours que ce soit très explicite pour que les gens n'aient pas besoin de faire une réflexion d'eux-mêmes. Et en fait, parce que je ne saurais pas l'expliquer. Et puis, je pense que ce n'est pas ma place en tant que blanche de dire quelle est la place ou le travail des Noirs à faire. Mais je pense que, comme tu disais, c'est une déconstruction et un travail que nous devons tous faire. Et ce n'est pas un devoir que les personnes de couleur ont besoin de faire pour nous. Et donc, je pense que dans ce roman, pardon, Charlotte, je te coupe. Non, j'allais dire, est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Mais vas-y, Pauline. Oui, moi, je voulais du coup rebondir sur les thèmes très contemporains du roman qui rejoignent l'actualité aujourd'hui, notamment le féminisme. Donc, je vous laisserai rebondir là-dessus. Et par rapport au féminisme, en fait, il y a deux axes, en tout cas que le livre m'a fait voir. C'est d'une part que c'est quand même ça reste une histoire d'amour. Enfin, c'est un roman d'amour puisqu'elle se marie 2 fois avec 2 hommes qui chacun à leur manière un peu la freinent dans son émancipation et dans l'expression de qui elle est, de ce qu'elle veut faire. Mais finalement, le 3e homme qu'elle rencontre et avec lequel elle finit de se marier, c'est lui qui, avec un amour hyper égalitaire, l'aide à se construire et à s'affranchir de tout ce qui fait obstacle dans sa vie. Et ce que je trouve hyper intéressant en fait par rapport à la réflexion féministe, c'est que finalement toutes ces questions de genre, d'inégalité, de violence, voire même de racisme, ne doivent pas être portées que par les femmes, mais en fait trouvent une solution dans l'engagement masculin et qu'en fait le combat féministe, c'est pas uniquement un combat féminin, mais c'est un combat qu'on a tous et toutes intérêt à mener ensemble. Pour moi, c'est déjà le premier point en tout cas que m'a fait soulever le livre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je trouve ça très intéressant un peu le moment déclencheur, j'ai l'impression, en tout cas, pour Janie dans le roman, c'est quand elle rencontre du coup son 3e mari, Tea-Cake, où il lui propose de jouer aux dames de manière très simple, etc. Et c'est un peu le début, entre guillemets, du reste de son, pas émancipation, mais de son éveil et ou son affirmation, on va dire. Voilà, c'est pour dire que tout à fait ce que tu viens de dire, ou que on voit bien que c'est pas Janie, on sait que c'est pas quelqu'un qui n'a rien à dire et qu'avant, en tout cas, à chaque fois qu'elle essayait d'exprimer son opinion ou juste tout simplement d'être elle-même et de faire ce qu'elle voulait faire, si on lui laissait pas la place, elle ne pouvait pas. Et le fait de lui offrir la possibilité juste de s'exprimer et d'être qui elle veut être, c'est le début de son éveil personnel, quoi. Oui, et puis en fait, ce qui est fort, c'est qu'il fait d'elle vraiment son égal. C'est-à-dire, comme tu dis, il l'amène jouer aux dames, il l'amène à la chasse, à la pêche. Et d'ailleurs, à la fin, sa meilleure amie, je ne sais plus comment elle est formulée, mais elle a dit, moi, je vais demander à mon mari qui m'amène chasser avec lui. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est juste ce sentiment d'égalité qui fait qu'elle arrive enfin à pouvoir être qui elle est. Et j'ai perdu mon idée en route, là, je ne sais plus. Mais non, et voilà, en fait, c'est à travers cette relation qu'elle aboutit à quelque chose. Et c'est assez fort, quoi. Oui, c'est par les relations, je trouve, déjà dans tout le roman, qu'on commence par la relation avec sa grand-mère,
qui est très très belle, mais qui peut être conflictuelle, mais comme peut l'être toute relation, mais aussi par je trouve l'alternance vraiment entre la parole et puis le silence dans le roman. On me l'a toujours dit de ne pas parler trop fort, de ne pas exprimer ses paroles. Son premier mari, bon, elle s'ennuyait beaucoup avec lui, c'est pas comme s'il pouvait vraiment avoir des échanges avec lui non plus. Le deuxième mari, c'était celui qui prenait la parole et qui l'empêchait, elle, d'exprimer la sienne. Il prenait beaucoup de place, il était très charismatique, et puis, enfin, évidemment, à la maison, elle était très oppressée, il était violent, il était très strict avec elle, et c'est seulement une fois que ce deuxième mari est décédé qu'elle a pu elle-même reprendre la boutique, devenir une propriétaire, donc une femme seule, noire, propriétaire. Et puis quand elle a rencontré T-Cake, évidemment, qui lui a été la première personne à l'encourager à parler, à donner de la voix et à la mettre sur un même pied d'égalité, et j'ai trouvé ça très très beau aussi. Donc c'est pas seulement une recherche de l'amour, mais une recherche de sa voix, et qu'elle a su trouver grâce aussi à cet homme. Oui, et du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est aussi, ce qui est marrant, c'est de voir les réactions de toute la communauté d'Eatonville qui, à partir du moment où elle se met, alors avec cet homme qui en plus a une bonne dizaine d'années, voire peut-être plus de moins qu'elle, tout le monde lui dit, mais en fait, il va te plumer, il est avec toi pour récupérer ton argent, pour te voler, et puis il donne l'exemple d'une autre veuve du village à qui c'est arrivé. Et en fait, personne n'envisage l'histoire d'amour comme une histoire saine. Et ça, c'est quand même aussi... je pense que ça reste quand même très d'actualité. Moi, je pense je suis d'accord avec vous, et en même temps, c'est vrai que tous les choix qu'elle fait de partir, c'est-à-dire de laisser en plan le premier, le pauvre bougre qui, qui fait presque pitié, qu'elle abandonne là, parce que, et quand elle est dans la maison avec lui, elle fait preuve de tout un tas de petites formes de résistance aussi. Je ne ferai certainement pas ça. Alors, si tu penses que je vais faire ça, euh, voilà. Et puis, en fait, dès qu'elle en a l'occasion, elle part. Et puis, et en fait, le moment où elle ose, même si ça se retourne un peu contre elle, où du coup, la violence s'exerce contre elle, mais quand elle ose lever la voix, moquer son mari vieillissant qui la rabaisse tout le temps, et à qui elle dit à un moment, non mais est-ce que tu t'es regardé, et qu'elle décide de ne plus être dans la chambre, d'avoir aussi sa vie. Et en même temps, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les types sont pas non plus complètement caricaturaux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on se dit, mais là, l'autre qui se rend pas compte qu'il est en train de mourir, et elle a vraiment de la peine pour eux, c'est-à-dire que, y compris les hommes, sont pas non plus ne sont pas que des brutes épaisses. Elle donne en fait, il y a une générosité de la part de l'autrice qu'on trouve quand même pas si souvent que ça chez les hommes auteurs, qui est que les mecs sont des vraies personnes aussi, avec leurs ambitions, leurs contradictions, leurs petites médiocrités, leurs peurs, et effectivement, il y a quelque chose qui se déploie complètement. Et je trouve que dans les années 30, de faire finalement de faire ce roman avec à la fois l'amour charnel entre un type de 25 ans et une femme de 40 ans, et puis que cette histoire-là, elle continue, qu'elle dure, etc. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, on trouverait ça, oh là là, c'est incroyable, ce type jeune avec cette femme de 40 ans. Enfin, je veux dire, on ne supporte pas. En vrai, on est dans des sociétés qui ne supportent pas ça, des femmes plus vieilles avec des hommes plus âgés. Mais en fait, c'est dans tout ça, effectivement, dans cette espèce de trajectoire qu'on a, mais de tous ces petits moments de colère où elle explique, à un moment, on parle de ce petit... comme si elle avait quelque chose qui s'était brisé un petit sujet qui s'est brisé sur l'étagère intérieure de son corps, que toutes ces petites fêlures qui, alors même qu'elle croyait à cette histoire-là, mais qui vont nourrir aussi sa colère et une partie de ses attitudes, même si on va essayer de l'écraser. Non, je trouve que du coup, là aussi, effectivement, dans ses capacités d'agir, en fait, dans la monstration de la capacité d'agir d'une femme à différents âges, il y a quelque chose de très très fort dans le bouquin. Pour revenir à la question de Pauline sur le féminisme, il y avait aussi, moi ce qui m'a marqué, c'est à quel point finalement le roman est actuel. C'est un roman qui a été écrit il y a, rapide calcul, 90 ans, donc qui est quand même presque un siècle derrière nous, et quand on le lit, on a l'impression que les enjeux auxquels sont soumis l'héroïne sont complètement encore contemporains. Alors certainement,
atténué aussi, mais si on repense et au mouvement féministe et à toutes les tensions raciales, en fait, on n'est pas si loin, évidemment avec des guillemets, mais de la situation actuelle, et ça pourrait être, mis à part voilà, l'époque, quelque chose qui est très, très, qui pourrait être écrit maintenant, quoi. C'est assez universel, en fait, je trouve, et le lire aujourd'hui, enfin, voilà, ça a pas vieilli, ça a pas pris une ride, on se dit pas que les questions qui soulèvent sont désuètes ou appartiennent au passé, mais voilà, en le lisant, en étant une femme d'aujourd'hui, je trouve que ça reste voilà, très, très actuel et très universel, quoi. Oui, je pense que c'est ça qui a aussi mené les éditeurs, enfin les éditions Zulma à racheter les droits du titre, à en refaire une traduction qui est beaucoup plus, enfin qui rend beaucoup plus hommage au livre, d'origine, et parce qu'ils ont su aussi, jouer dans l'air du temps et enfin trouver un livre qui évoque les thèmes qui sont tellement actuels, que ce soit en France comme aux États-Unis. Non, mais c'est vrai que là, cet après-midi, je voyais une- sur Twitter, enfin, je suis pas très très réseaux sociaux, je suis toute nulle pour, pour tout ça. Malgré tout, je suis un certain nombre de collègues, et j'ai une collègue qui est professeure en histoire africaine-américaine, qui partageait une vidéo en disant que cette vidéo devrait être beaucoup plus partagée de militants pro-Trump qui brûlaient euh, une, euh, une bannière Black Lives Matter, et qui est donc là autour de cette bannière, qui rajoutait de l'essence dessus, qui applaudissait, etc. Et c'est vrai que la période de ce bouquin, même si on le disait tout à l'heure, la violence raciale, elle n'est pas du tout aussi centrale que l'aurait voulu un certain nombre d'auteurs de l'époque, parce que c'est vraiment un des enjeux importants de l'époque. Euh, euh, Malgré tout, il y a quand même quelque chose d'extrêmement flippant. À cette époque-là, il y a effectivement des lynchages qui se font en public, qui vont être annoncés dans les journaux, qui sont photographiés. Les gens partent avec des reliques et avec des gens qui, voilà, on emmène ses enfants et puis on rigole et on applaudit. Et tout à l'heure, je parlais justement de Between the World and Me. C'est un texte de Richard Wright qui explique qu'un homme qui assiste à ce lynchage voit se grandir une faille entre lui et le monde, entre tous ces gens qui rient et qui applaudissent, et lui qui est en train de visionner cette horreur. Et c'est vrai qu'on est dans une période, là, enfin, on a un petit côté années 30 quand même dans la période actuelle, malheureusement. Et puis aux États-Unis, effectivement, la question raciale, elle reste tout à fait centrale. Et puis effectivement, en même temps, on est à un moment peut-être inégalé en termes de présence et de parole de femmes et de femmes noires. C'est-à-dire qu'il y en avait déjà à l'époque, mais c'est des voix qui étaient un peu éparses, de femmes qui prennent toujours le risque. Alors, elle est à la fois une des autrices très importantes de la Harlem Renaissance, mais elle est aussi, elles sont pas nombreuses. Et c'est vrai qu'on est dans une période un peu unique de démultiplication de ces voix et de ces thématiques-là. Donc, ils sont encore beaucoup plus prégnants. Et puis, tout le monde, enfin, je veux dire, plein de gens les prennent, enfin, les comprennent davantage. Ça crispe beaucoup plus, mais précisément parce que ça touche davantage de gens. Mais qu'il y a un vrai écho avec ce qui se passe effectivement il y a 80 ans et des manières d'exprimer des choses, que la petite différence, c'est que maintenant, Zora Neale Hurston, elle est sur les plans de cours, qu'elle est étudiée, qu'on en parle dans un Zoom à Paris, alors qu'aucune de nous ne vient du sud de la Floride, mais que malgré tout, on y trouve effectivement, précisément parce que le roman est universel, quelque chose qui nous parle, qui nous touche et qui nous dit quelque chose d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, quoi. Mais c'est aussi ça, je pense, une des forces du livre, cette espèce d'attention à, euh, à l'identité, aux enjeux de femmes, aux manières de les transcrire, l'affirmation de quelque chose de très collectif en même temps que de choses très, très individuelles. Et que c'est deux choses en même temps, en fait, je pense, de tenir les deux ensemble, ce qui n'est pas évident, qui est aussi très actuel. Ça me fait penser, en parlant d'un peu des enjeux d'être une femme dans le monde actuel et faire le parallèle avec son époque, avec l'époque du livre. Si on voit bien un peu comment dire, pas les impératifs d'être une femme à travers le fait de se marier pour avoir la sécurité financière, à la fois avec le premier mari pour être dans une bonne situation
et à la fois avec le deuxième où il y a l'idée de d'être avec quelqu'un qui a du succès et de voilà, enfin, encore une fois, la sécurité financière. Je trouve enfin, je sais pas ce que vous avez à dire là-dessus, mais moi, il y a juste, je me suis fait une petite réflexion en lisant, c'est que on a, tout à travers le livre, on a souvent le fait des enfants d'évoquer, mais jamais comme une volonté du personnage principal. Enfin, non pas que j'étais choquée de ça, mais j'ai trouvé ça curieux que, surtout pour l'époque et le fait que, encore une fois, il y a plein de fois où on parle beaucoup de maternité, que ce soit à travers sa mère, elle, sa grand-mère, etc., et que pourtant, il en soit vraiment jamais question pour elle dans le livre. Enfin, je sais pas si ça vous a un peu, si vous avez un peu réfléchi par rapport à ça, mais je me posais la question si vous pensez qu'il y a une explication ou c'est juste un choix de justement pas mettre l'accent sur ça parce qu'une femme n'est pas qu'une mère Oui. pour ses enfants. Merci de le répéter. C'est vrai que c'est pas assez souvent dit, mais je me suis fait exactement la même réflexion que toi. C'est vrai que c'est un thème qui est de moins en moins tabou, en tout cas aujourd'hui, qu'une femme ne veut pas forcément être mère et ne veut pas forcément se reproduire. Mais moi, c'est vrai que je me suis posé la question, je dis, est-ce que c'est une vraie volonté d'émancipation ou de féminisme, ou est-ce que c'est aussi un peu parfois une peur ou de ne pas vouloir transmettre une telle vie à ses enfants. J'avoue que je n'ai pas la réponse à la question, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est intéressant, c'est que l'enjeu est même pas évoqué. C'est-à-dire que c'est même pas, on pourrait s'attendre effectivement, parce qu'il y a quand même une grosse partie du roman, c'est entre ses 20 et ses 40 ans, et qu'on pourrait se dire qu'au moins des hommes, mais c'est vrai que ça a l'air d'être, ça décentrerait un peu trop d'elle. Et c'est vrai que je trouve ça effectivement intéressant et pas si courant. Pas si courant de parvenir ouais, à montrer une femme aux prises avec des hommes, etc., sans qu'il y ait au milieu la question d'un enfant, des enfants, d'un désir d'enfant, etc. Enfin, ça a l'air de lui passer complètement là, quoi. Oui, ben, je partage aussi votre avis. Je me suis en effet un tout petit peu posé la question, mais après, en effet, c'est pas du tout le sujet. Finalement, elle devient libre à un moment de sa vie où elle est plus âgée et peut-être qu'elle part d'abord à la conquête de sa liberté et que c'est une question qui arrivera par la suite ou qui n'arrivera pas. Mais en effet, c'est pas du tout le centre. Le centre du roman, mais c'est quelque chose qu'on souligne parce qu'on sait qu'il y a aussi pas mal d'inventions par rapport à ça. Je pense que c'est pour ça qu'on le remarque finalement, mais sinon c'est pas du tout le sujet du livre finalement. Donc, En fait, ce que je trouve très beau, en fait, moi, alors, il y a une femme qui n'est pas du tout connue, dont j'ai fait un portrait aussi, qui s'appelle Lina Césaire, qui est en fait la fille d'Aimé Césaire et de Suzanne Roussy Césaire, mais qui est pour moi une sorte de Zora Neale Hurston martiniquaise, et qui, qui a été anthropologue et autrice également, enfin, qui est maintenant une dame âgée, mais qui est toujours là, et qui a aussi, comme Zora Neale Hurston, écrit des textes pour enfants. Et que je trouve cette capacité à la fois ne pas... je ne sais pas quel était le rapport à la maternité réellement de Zora Neale Hurston, mais il me semble qu'elle n'a pas d'enfant, mais de ne pas en avoir ou éventuellement de ne pas en envisager, tout en envisageant d'en avoir dans sa vie et de créer pour eux enfin, je trouve que là aussi, c'est pas quelque chose qu'on voit de manière, c'est pas juste un rapport cynique. Non, on peut tout à fait aimer les enfants pour les autres, pas pour soi, de se dire ils sont très bien avec leurs propres parents et puis moi, je vais leur écrire des histoires parce que j'ai envie de faire ça, parce que ce sont des humains aussi et que j'ai envie de communiquer ça avec eux, mais que ça ne soit pas renvoyé à la maternité, que le rapport aux enfants, en fait, puisse être là sans la médiation de la maternité. C'est effectivement, moi, je trouve quelque chose de très fort, que le non-désir de maternité n'est pas forcément une séparation des enfants, et que je trouve que offrir la littérature aux enfants, c'est une des plus belles choses qu'on puisse leur offrir. Donc, je pense que je deviens de plus en plus fan de Zora Neale Hurston. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre heure. Ce que je propose, c'est qu'on, chacune notre tour, on parle un peu d'une œuvre ou enfin, voilà, d'un support euh, en recommandation. Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer pour ça.
Moi, je veux bien commencer. J'avais pensé à plusieurs, livres d'abord, enfin, je les avais notés dans un document et finalement, je pense que je vais peut-être partir sur une série. Enfin, c'est un film de base de Spike Lee qui ensuite en a été fait une série, qui s'appelle She's Gotta Have It et je crois que la, traduction française, c'est, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête et c'est, très contemporain, c'est pas du tout, dans les années 30, au fin fond de la Floride. C'est, une jeune femme noire, artiste qui va à Brooklyn. Heu et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais presque l'impression que c'était un parallèle, puisque Nola Darling, dans sa vie, a 3 amants. Et comme Janie May Crawford dans le livre, elle a aussi eu 3 maris, elle a 3 amants, mais simultanément. Et donc, c'est comment elle jongle avec son désir d'indépendance, sa place d'artiste et de femme noire, face en fait 3 hommes qui prennent beaucoup de place et qui veulent chacun aussi avoir la place la plus importante dans sa vie. Et bon, ça se passe donc vraiment dans les milieu des années 2000, donc c'est très contemporain. Et mais bon, ça évoque encore tous les mêmes sujets que Zora Neale Hurston évoquait à l'époque. Donc c'est très beau de pouvoir s'identifier au roman, d'un roman écrit il y a 80 ans, mais c'est d'un côté aussi un peu triste que c'est pas trop évolué entre-temps, qu'il n'y ait pas eu vraiment de progrès. Mais voilà, donc c'est fait par un homme malheureusement, mais j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de parallèles entre les deux. Donc peut-être, qui sait, il a été inspiré par Zora Neale Hurston aussi, lorsqu'il a fait le film, et la série. Du coup, moi, en recommandation, c'est aussi un livre qui m'a fait penser à ce livre qu'on vient de lire, qui était La couleur pourpre. Je l'ai lu je l'ai lu au lycée, donc il y a quand même une bonne quinzaine d'années maintenant. Mais ça se passe aussi dans le sud des États-Unis. C'est aussi quelque temps après la fin de l'esclavage. Et c'est aussi le rapport à l'autre, en fait, qui est hyper intéressant. C'est donc l'histoire après, je ne vais pas faire le résumé, c'est le rapport entre ces deux sœurs qui sont séparées dans leur enfance et l'une des sœurs donc, qui est mariée plus ou moins de force à un homme qui la maltraite. C'est un grand mot, qui la violente carrément. Et c'est toute la relation épistolaire entre les deux sœurs qu'on découvre un peu plus tard dans le roman. Et aussi le rôle... il y a pas mal d'autres femmes qui entrent en scène dans l'histoire et qui l'aident à se construire progressivement et à finalement trouver une forme d'émancipation. Voilà. Alors, j'ajoute que La couleur pourpre, c'est quand même écrit par Alice Walker, Oui. qui remet Zora Neale Hurston au Voilà, en plus. Moi, j'ai 12 millions de recommandations ou d'idées qui viennent. Je vais faire de manière tout à fait huile de l'autopromo en parlant de mon bouquin Des vies de combat, parce que précisément, l'idée, c'était de mettre ensemble plusieurs parcours en fait, de femmes qui comme Zora Neale Hurston, vont beaucoup. J'ai une collègue qui est une historienne des États-Unis, Hélène Canquin, qui parle des femmes qui se mettent sur les épaules les unes des autres. Elle travaille sur les mouvements de femmes aux États-Unis. Et clairement, on a ce phénomène dont on voit des histoires qui font. Et je trouve ça vraiment intéressant que, oui, Alice Walker, clairement, elle qui écrit à la fin de La couleur pourpre, je pense à la toute fin des années 70, tout début des années 80, elle est aussi prise dans ce truc avec Zora Neale Hurston, à propos de laquelle elle écrit elle aussi, qui la remet au goût du jour. Et je trouve que c'est important. Et c'est vrai qu'écrire ce livre-là, ça m'a permis de découvrir des gens comme Paul Marshall, qui est, évidemment Toni Morrison, mais Paul Marshall, qui est une autrice qui est décédée le même jour, à peu près quelques heures après Toni Morrison, qui est une autrice barbadienne qui écrit dans les années 50 un certain nombre de romans et qui, elle aussi, est obsédée par le parler. Elle parle des poétesses de la table de cuisine, c'est les amies barbadiennes de sa mère dans Brooklyn. Et en fait, c'est sa première introduction à la poésie, et que ce rapport à la langue, il est important. Donc, je parlais tout à l'heure d'Ina Césaire, et Ina Césaire, elle est aussi dans ce type d'histoire. Donc, en fait, il y a comme ça, je pense que si on commence à rentrer dans la littérature des femmes noires, notamment du XXe siècle, on tire comme ça plein de fils avec plein d'échos, parce que ces femmes-là, elles ont été chercher, celles qui, avant elles, avaient essayé d'être dans les mêmes types de démarches. Et puis, de mes préférées, qui est Jamaica Kincaid, qui, elle, va être aussi dans à la fois la volonté de régler ses propres enjeux, ses propres problèmes à elle, avec sa mère, avec ses frères, avec son père, avec son ex-mari, et qui en même temps
est aussi complètement prise dans le fait d'être une femme noire, caribéenne, aux États-Unis, à qui on dit que ses bouquins parlent pas assez de classe, pas assez de race, et elle dit: «Ouh là là, bah d'accord, mon prochain livre, je vais commencer par ils étaient noirs, ils avaient beaucoup souffert, avant de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire». Mais et il y a comme ça des espèces de choses absolument fascinantes, mais clairement de femmes qui montent sur les épaules de celles qui sont venues avant. Et donc voilà, faut read Black Women. Et moi, je vais clôturer ce tour de recommandations par un livre que j'ai lu il y a 2-3 ans maintenant qui s'appelle Le cœur battant de nos mères de Brit Bennett, qui est une écrivaine pareil, afro-américaine. Bon, pour le coup, c'est une histoire qui est beaucoup plus contemporaine. Et enfin, je le recommande par rapport à nos auteurs d'études sur Dieu parce qu'il y a aussi cette notion de... En fait, on suit deux jeunes femmes noires de leur adolescence à leur vie d'adulte, mais sous l'angle vraiment de problématiques de femmes qui évoluent dans la vie et qui, qui essayent de s'en sortir du mieux qu'elles peuvent, en tout cas, sans pour autant, avec évidemment le contexte que elles évoluent dans des communautés, des populations noires, évidemment, il y a des questions de racisme, etc., mais sans en être vraiment le sujet central. Et, enfin voilà, avant d'être des femmes noires, c'est des femmes qui ont leurs problèmes, etc. Et c'est pour ça que je le mets en lumière pour cette discussion. Merci à toutes, en tout cas, pour votre participation. Merci encore, Audrey. C'était très intéressant à travers ton regard et tes connaissances. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et merci à ceux qui ont regardé l'émission. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas, pour une nouvelle émission.